Notre île, située dans l'océan Indien, inhabitée au départ, avait été d'abord découverte par les Phéniciens, et cela 600 ans environ avant Jésus-Christ, et avant d'être ensuite visitée au Moyen-Âge par les Arabes, qui lui donnèrent le nom de Dinarobin. Au début du XVIe siècle, ce fut au tour des Portugais de découvrir l'île et de lui donner le nom de Cyrene. Puis, vers la fin du même siècle, le XVIe, ce furent cette fois les Hollandais qui débarquèrent sur l'île. Plus précisément, en 1598, une flottille hollandaise de la Compagnie des Indes néerlandaises vint s'abriter dans une baie au sud de l'île. Les Hollandais décidèrent d'établir un comptoir dans la baie qui leur servit de faire de l'île une escale pour ravitailler les bateaux de la compagnie. Grand-Port vit le jour. Et les Hollandais nommèrent l'île Maurice, en l'honneur de leur prince Maurice de Nassau. Par la suite, en 1715, ce fut au tour des Français de prendre possession de l'île au nom de Louis XIV. L'île prit alors le nom de l'île de France. 1735, arrivée du véritable fondateur de l'île de France, le gouverneur Bertrand François Mahé de la Bourdonnais. Il fera construire routes, aqueducs, hôpitaux, casernes et batteries pour la défense de l'île, ainsi que bureaux, moulins, poudrières et fours à chaud. De 1735 à 1745, Mahé de la Bourdonnais relancera aussi la culture de la canne à sucre, transformera Port-Louis en un super chantier naval et fera construire, entre autres, un hôtel du gouvernement destiné aux fonctions administratives de la colonie. Vers la même époque, soit au début du XVIIIe siècle, l'océan Indien formait un réseau essentiel du réseau commercial reliant les différents territoires de l'Empire britannique. Des navires lourdement chargés transportaient des marchandises depuis les ports de l'Inde britannique comme Bombay ou Calcutta jusqu'au Royaume-Uni. Après le début des guerres napoléoniennes en 1803, l'amirauté britannique avait fait de la sécurisation de ses routes commerciales une priorité. C'est ainsi qu'en 1807, les bases hollandaises du Cap de Bonne-Espérance et de Java avaient été neutralisées pour empêcher qu'elles ne soient utilisées par des corsaires. Mais les possessions françaises de l'océan Indien, principalement l'île Bonaparte, l'île de la Réunion et l'île de France, île Maurice, étaient plus problématiques car elles étaient défendues par de puissantes fortifications et des garnisons de l'armée soutenues par une importante milice locale. En dépit de cela, les Britanniques arrivèrent à prendre le contrôle de l'île Bonaparte, l'île de la Réunion, en juillet 1810. Ils lui donnèrent le nom de l'île Bourbon. Pour prendre possession de l'île de France, alors considérée comme un point stratégique important sur la route des Indes, il fallait alors passer par Grand-Port. Pour la bataille de Grand-Port, qui s'annonce en ce mois d'août 1810, du côté des Français, la force navale était composée des frégates Bellone, 40 canons, et Minerve, 48 canons. De la corvette Victor, 18 canons, des navires Windham, 26 canons, et Ceylan, 26 canons, sous la direction des commandants Guy Victor Duperré et Jacques Hamelin. Et du côté anglais, la force navale était composée des frégates Sirius, 36 canons, Iphigénie, 36 canons, Magicienne, 32 canons et Héréide, 32 canons. Justement, dans ce contexte, l'adjoint du gouverneur de l'île Bourbon, Robert Farquhar, le lieutenant Henry C.C. Keating, avait mis au point sa stratégie militaire. L'invasion de l'île de France, basée sur l'utilité de prendre pied dans un premier temps sur l'île de la Passe, à l'entrée du port impérial tel que Grand-Port était alors connu. Or là, les Britanniques étaient bien au courant de deux problèmes. D'abord, Grand-Port, qui est un port naturel, était protégé par un récif corallien par lequel passait un chenal compliqué.
Et puis, l'île de la Passe, située à 4,5 km de Grand Port, un îlot composé de sable corallien, d'une superficie de 5 arpents et de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, permet, de par sa position, à contrôler l'entrée du port. Et plus particulièrement ceux devant emprunter la petite passe pour accéder dans la baie de Grand Port. Devant une telle situation, les Britanniques prirent la décision le 10 août d'utiliser les troupes composées de 400 soldats sous le commandement du capitaine Nesbitt Willoughby pour bombarder l'île de la Passe et capturer sa batterie. Effectivement, cette batterie devait être prise par les Britanniques le 13 août avec le drapeau anglais confié au capitaine Willoughby flottant sur l'île de la Passe. Mais le débarquement de Willoughby fut interrompu le 20 août avec l'approche de 5 navires français sous le commandement de Guy-Victor Duperrey. Et qui plus est, les 22 et 23 août, 4 de ces bateaux réussirent à faire une percée dans la baie. En somme, les Anglais n'arrivaient pas à s'attaquer aux Français, pour la bonne et simple raison que le bateau s'était retrouvé bloqué et coincé dans les étroits passages de la baie. De plus, même si les navires français étaient également endommagés, l'affrontement fut un désastre pour les Britanniques, car les 2 navires échoués furent incendiés pour éviter leur capture. Le combat sur et autour de l'île de la Passe fut terrifiant. L'action était à un moment à son apogée. Ce n'était partout qu'une effrayante canonnade. Ainsi, en un instant, en ce 23 août, quand les vaisseaux anglais se dirigeaient vers la ligne française, ce fut la détonation de plus de 200 bouches à feu, formant un choc d'artillerie continuel, couvrant les 2 divisions d'un nuage épais de fumée. Bien qu'il y eut des morts et des blessés des 2 côtés, 37 tués et 112 blessés côté français, contre 105 tués et 163 blessés côté anglais, la bataille fut un massacre pour les Anglais. Lors de cette bataille, le 23 août au soir, Duperrey a été sévèrement blessé à la joue après un tir venant d'un bateau. Inconscient, son corps a été apporté discrètement sous les cales. Au lever du jour, alors que la victoire française était presque assurée, les Français, à leur arrivée sur le vaisseau le Néréide, devaient découvrir le capitaine Willoughby gravement blessé et enveloppé dans un drapeau britannique. Le capitaine Willoughby fut transporté sur la Bellone et couché à côté de Duperrey. Sur ordre du général de camp, tous 2 furent envoyés à Mahébourg pour être soignés à la maison de la famille Robillard, devenue le musée naval de Mahébourg. Le 27 août 1810, vu que les provisions et les munitions du côté des Anglais étaient limitées et que les renforts n'étaient pas en vue, et reconnaissant que la résistance dans ces conditions était impossible, Lambert offrit à Hamelin de rendre l'île de la Passe si le HMS Iphigénie et les hommes de l'île étaient autorisés à rejoindre l'île Bourbon. Le 28 août, Lambert reçoit un message de Hamelin promettant de libérer tous les prisonniers sur parole si l'île de la Passe et le HMS Iphigénie se rendent sans résistance. Lambert accepta de se rendre. La bataille de Grand Port est considérée comme la plus grande des défaites de la Royal Navy durant les guerres napoléoniennes. Cependant, les 4 capitaines anglais ont été innocentés et même félicités pour leur comportement durant leur procès en cour martiale institué en raison de la perte de 4 navires. En France, cette victoire des Français à l'île de France avait été accueillie avec des célébrations. Un tel triomphe ne pouvait être condamné à l'oubli pour les soldats de Napoléon Bonaparte. Ce dernier décide alors de faire graver dans le roc de l'Arc de Triomphe le nom de cette bataille au cœur de Paris.
Encore aujourd'hui, le soldat inconnu peut contempler le nom de Grand-Port qui ranime la flamme de ce souvenir. Le 30 décembre 1899, un monument fut érigé à Grand-Port, plus précisément ici à Mahébourg, face à l'île de la Passe, en mémoire des marins français et britanniques tués lors de la bataille de Grand-Port au cours du mois d'août 1810. En dépit de tout, le combat de Grand-Port n'entama pas la détermination des Anglais de prendre l'île de France. En effet, revirement de situation à peine 3 mois après, quand les navires français furent tous capturés avec le débarquement de 7000 soldats britanniques sur l'île le 29 novembre 1810. La capitulation de l'île aux forces anglaises eut lieu le 3 décembre 1810. L'île fut ensuite cédée au Royaume-Uni par le traité de Paris de 1814 et renommée île Maurice, Mauritius. Dans l'acte de capitulation de 1810, l'article 8 stipulait que les colons pouvaient conserver leur religion, lois et coutumes. Le Code Napoléon est laissé en vigueur, alors que le français reste compris et parlé par la population. Toutefois, en 1832, le gouvernement colonial anglais imposa une première politique linguistique. La langue anglaise devient obligatoire pour les Mauriciens lors de toute communication avec les autorités britanniques. Au début de l'occupation anglaise, en 1810, la population s'élevait à 73 000 habitants et était constituée à 80% d'esclaves, originaires de l'Afrique orientale, notamment de Mozambique et de Madagascar. 1er février 1835, abolition de l'esclavage. Devant la baisse de la main-d'œuvre pour faire fonctionner les plantations sucrières, l'administration anglaise décide de recourir à des travailleurs indiens. C'est ainsi que les planteurs acceptent de les employer sous contrat. La plupart d'entre eux ne retournent pas dans leur pays à l'expiration de leur contrat. En effet, sur 450 000 travailleurs indiens arrivés à Maurice entre 1835 et 1905, seulement 150 000 retourneront en Inde à la fin de leur contrat. Ces Indiens apporteront une grande contribution au développement de l'industrie sucrière et du pays. Et le 12 mars 1968, c'est l'indépendance de Maurice. Et le 12 mars 1992, la proclamation de la République de Maurice.